Alors, cette vidéo va porter sur la résolution d'exercices concernant le mécanisme d'élimination E2. Alors, avant de commencer, un petit rappel déjà sur ce mécanisme, vu qu'il est un petit peu particulier. C'est un mécanisme au cours duquel il va falloir avoir un substrat dans lequel se trouve évidemment un groupe partant. Ce substrat va réagir avec un composé à caractère basique. On a vu que souvent les bases étaient des composés plutôt encombrés d'un point de vue stérique. Et on obtenait du côté des produits, donc un alcène, la base protonée et le groupe partant sous sa forme basique. On avait également vu que pour ce mécanisme, on avait une condition très importante qui est que l'hydrogène et le groupe partant qui vont se faire éliminer doivent être en position antipériplanaire, c'est-à-dire qu'ils doivent être en conformation décalée-anti par rapport à la liaison établie entre les carbones alpha et bêta. Concernant l'hydrogène à éliminer, vous le voyez ici, il doit être porté par un carbone en bêta du groupe partant. Donc si vous aviez sur le carbone C-alpha, au lieu d'avoir un groupe R1, un atome d'hydrogène, cet hydrogène-là ne pourrait pas être arraché pour fournir un mécanisme E2. Le dernier point que nous avions vu concerne la régiosélectivité. Dans le cas où il y aurait plusieurs carbones bêta, eh bien on peut aboutir à plusieurs produits, a priori. Il faudrait faire une étude à chaque fois et on verra comment est-ce qu'on fait cette étude sur les exemples qui vont venir. Souvenez-vous également que pour prédire lequel de ces produits est le plus abondant à l'état final, eh bien, on a une loi, la règle de Zaïtsev, qui nous dit que l'alcène le plus stable est l'alcène majoritaire. Bien évidemment, cette loi de Zaïtsev passe après la condition antipériplanaire pour l'hydrogène et le groupe partant. Ça veut dire que vous pourrez parfois rencontrer sur certains exercices des exemples où le produit prévu par Zaïtsev, a priori, sans prendre la condition antipériplanaire, eh bien ce produit-là ne peut pas être formé et donc forcément il ne sera pas obtenu. Donc on commence avec l'exercice numéro 2 et donc on a 8 réactions. On nous dit à chaque fois que le mécanisme est un mécanisme E2, que la règle de Zaïtsev qu'on vient de rappeler s'applique et on nous demande donc d'écrire le mécanisme. Le premier exemple, on a du bromométhane. Et comme composé associé au bromométhane, on a de l'anhydrure de sodium. Donc l'anhydrure de sodium, c'est un composé qu'il faut connaître comme étant un composé basique. Il appartient au couple NH3-NH2-, dont le pKa se situe aux alentours de 30 à 32. Donc c'est une base quand même suffisamment forte. Donc là ici, à partir de système réactif, on essaye de voir quels sont les produits qu'on peut former par un mécanisme d'élimination E2. Donc on commence par localiser les carbones alpha et bêta à l'intérieur du substrat. Ici, le substrat, c'est le bromométhane, puisque c'est la seule molécule carbonée. Donc, on remarque que le groupe partant, c'est l'atome de brome. Là, maintenant, vous devez commencer à être sûr de vous. Dès que vous voyez un halogène relié à un carbone, il joue le rôle de groupe partant. Donc, le carbone auquel il est relié, comme on l'a vu juste au-dessus, eh bien, c'est le carbone alpha. Et on remarque ici qu'il n'y a pas de carbone bêta. Dans ce cas-là, ça veut dire que le mécanisme d'élimination E2 n'est pas possible. Et donc, si on mélangeait ces deux composés-là, eh bien, il ne se passerait rien. Alors, pour le second exemple, on considère un autre substrat. Donc on a ici du 2-chloro-2-méthylpropane et on le met à réagir avec de l'éthanolate de sodium. Alors l'éthanolate de sodium va être ici le composé à caractère basique. Il appartient au couple éthanol-éthanolate dont le pKa se trouve aux alentours de 17. En ce qui concerne le substrat, donc on a encore une fois un atome d'halogène, le chlore. Il va jouer ici le rôle de groupe partant. Le carbone auquel le chlore est relié, c'est le carbone alpha.
Et les atomes de carbone auxquels auquel est relié le carbone alpha, ce sont les atomes de carbone bêta. On en compte ici 3, qu'on va appeler bêta 1, bêta 2 et bêta 3. Et si on prend un petit instant et qu'on analyse ces 3 carbones bêta, eh bien on s'aperçoit qu'à chaque fois, ce sont des fragments CH3. Ils sont donc indiscernables les uns des autres, et donc ça veut dire que le produit issu de la réaction par un hydrogène du carbone bêta 1 sera le même que celui de la réaction issue par l'arrachage d'un hydrogène du carbone bêta 2, même chose pour le troisième. Donc puisqu'ils sont indiscernables, on peut retirer les indices numériques, raisonner sur l'un des 3 fragments CH3, peu importe lequel, et on aura comme ça le produit de la réaction. Donc, je vais réécrire le substrat pour maintenant noter le mécanisme, et vous voyez que dans cette question, on ne vous pose aucune liaison vers l'avant ou vers l'arrière, donc c'est-à-dire qu'ici, la condition d'antipériplanaire, on n'en tient pas compte, enfin c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est juste que par rotation libre autour des liaisons simples carbone-carbone, il y aura toujours possibilité d'obtenir une conformation où l'hydrogène à éliminer sera en antipériplanaire du groupe partant. Donc si on écrit la réaction, donc je vais prendre un des hydrogènes d'un des fragments CH3, je vais choisir d'écrire la réaction sur celui-ci, comme ça vous voyez qu'il est en antipériplanaire, même si on a vu que ce n'était pas forcément hyper important sur cet exemple-là. La molécule, la base, l'éthanolate de sodium, et donc au cours du mécanisme réactionnel, la base va venir capter l'hydrogène du substrat, ce qui va avoir pour conséquence de rabattre les électrons entre les atomes de carbone alpha et bêta, ce qui va créer la double liaison, et le groupe partant s'en va. Ces 3 déplacements électroniques ont lieu simultanément, on dit qu'ils sont concertés, synchrones ou encore concomitants. Les produits auxquels on va aboutir, ce seront donc l'ion éthanolate, lorsqu'il se protonne, il donne une molécule d'éthanol. L'ion chlorure, lorsqu'il récupère une paire électronique, eh bien, il va devenir un Cl entouré de 4 paires électroniques, c'est-à-dire un Cl-, qui va venir s'associer au contre-ion sodium. Et il nous reste à préciser la structure du produit. Les 2 liaisons du bas, on n'y touche pas. Et on voit que pour la liaison qui est ici, carbone CH2, on avait initialement une liaison simple qui va devenir, par cette flèche, une liaison double. Voilà donc l'alcène auquel on aboutit. Et donc si on devait le nommer, la chaîne principale compte 3 atomes de carbone. 1, 2, 3. C'est donc un dérivé du propène. Plus précisément, la double liaison est portée par le carbone, entre les carbones 1 et 2. C'est donc du propre 1N. Et il y a un fragment méthyle porté par le carbone 2. Ce sera donc ici du 2-méthyl propre 1N. Et donc ici, cet alcène est le seul qu'on peut obtenir, donc on n'a rien à dire de plus. Alors pour l'exemple suivant, on considère ce substrat et du LDA. Alors, dans cette structure, tout d'abord, on nous précise que le fragment TF, c'est le trifluorométhane sulfonate. Donc, si on voulait réécrire le substrat différemment, voilà ce qu'on obtiendrait. Et donc, la partie qui est en haut à droite, là ici, correspond à l'abréviation TF. L'autre composé réactif, c'est le LDA pour diisopropylamidure de lithium.
Ce composé, c'est une base forte. Il est associé au couple diisopropylamine dure, dont le pKa se trouve aux alentours de 35. Donc pKa 35, c'est élevé, c'est donc une base forte. Et puisque sur l'atome d'azote, on a deux chaînes alkyles ramifiées, volumineuses, on aura une réactivité nucléophile quasiment inexistante. Alors, on nous demande de prédire et d'écrire le mécanisme de formation des différents produits. Alors, encore une fois, ici, vous voyez que sur le substrat, on ne précise pas de liaison vers l'avant ou vers l'arrière, et donc on va admettre que par rotation libre autour des liaisons simples, on arrivera toujours à mettre une liaison CH, portée par un carbone bêta, en antipériplanaire du groupe partant. Le groupe partant étant l'ensemble OTF. Donc on commence, comme on l'a déjà vu deux fois, par localiser les carbones alpha et bêta. Donc, le groupe partant, c'est tout ce morceau-là, OTF. Le carbone auquel il est relié, c'est le carbone alpha. Et on analyse ensuite les carbones bêta. On voit qu'ici on en a deux, celui-ci, ramifié, et celui-là, un fragment CH3. Les deux carbones bêta ne sont pas identiques, et par conséquent, on va devoir envisager la réaction sur l'un, puis sur l'autre. Ok, donc une fois qu'on est ici, eh bien, envisageons par exemple la réaction faisant intervenir un hydrogène porté par le carbone bêta 1. Je vais reprendre la notation TF pour le fragment triflate. Et donc on a à gauche 2 méthyl, un atome d'hydrogène, et ici le carbone bêta 2. La base, c'est le LDA. Et donc, on y va pour l'écriture du mécanisme E2. La base va venir capter l'hydrogène porté par le carbone bêta 1. Les électrons de la liaison carbone-hydrogène se rabattent entre le carbone bêta 1 et le carbone alpha, de façon à former la double liaison de l'alcène. Le groupe partant s'en va simultanément, en emportant avec lui la paire électronique. On obtient donc à la fin, donc pour la base, l'azote garde un des deux doublés non liants qui n'a pas été modifié, et l'autre, c'est lié à un atome d'hydrogène. Donc on obtient la diisopropylamine. Du côté du groupe partant, eh bien, en récupérant la paire électronique, l'oxygène devient négatif, donc on a un fragment TF au moins qui va venir s'associer avec le contre-ion lithium+. En ce qui concerne maintenant le substrat, eh bien, on a formé une double liaison. Et voici le produit qu'on obtient. On s'arrête un instant pour regarder les charges. On avait initialement deux charges et un ensemble électriquement neutre. À la fin, la même chose, donc pas de problème là-dessus. On compte également le nombre d'atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. Même chose à droite. Donc là, on n'a pas de problème. Le produit auquel on aboutit, eh bien, c'est un alcène, normal, puisqu'on a fait une élimination. On constate que du côté gauche, il porte deux fragments méthyl, donc cet alcène n'est ni Z ni E. Et si on devait lui donner un nom, eh bien on cherche la chaîne carbonée la plus longue, 1, 2, 3, 4, c'est donc un dérivé du butène, l'alcène est en position 2, c'est donc un but 2N, avec un fragment méthyl porté par le carbone 2, ce sera donc du 2-méthyl but 2N. On va maintenant envisager la réaction faisant intervenir un des hydrogènes portés par le carbone bêta 2. Évidemment, sur le carbone bêta 2, il y a 3 atomes d'hydrogène susceptibles d'être arrachés. Les 3 sont indiscernables et celui qui sera arraché sera celui qui sera en antipériplanaire du groupe partant à l'instant où la base arrive.
Donc, je considère le fragment CH3 associé au carbone β2. La base, c'est toujours le LDA. Donc, lorsque la base attaque, déprotonation ici, formation de la double liaison carbone-carbone et départ du groupe partant. Je vais rajouter les paires électroniques non liantes sur l'atome d'oxygène. Et lorsque la réaction a lieu, on va donc avoir, les sous-produits sont les mêmes. On aura la diisopropylamine et le TF- associé à Li+. Donc j'écris DIA pour diisopropylamine et l'autre je vais le réécrire, plus TF- associé à Li+, et l'alcène qu'on va former, c'est pas celui-ci. Voici l'alcène formé. Donc j'ai repris la position des atomes du substrat et je les ai réécrits de la même façon à droite. Vous voyez que là ici sur la partie terminale de l'alcène, on a 2 atomes d'hydrogène. Donc encore une fois, cet alcène n'est ni Z ni E. Et si on devait le nommer, eh bien on le numérote en mettant l'indice numérique le plus petit possible pour l'alcène. Donc on va le numéroter de la droite vers la gauche. Et ce sera ici du 3-méthyl-but-1-N. Ok, donc on avait 2 carbones bêta, donc 2 produits peuvent être formés. Il faut maintenant conclure sur lequel sera obtenu de façon majoritaire. Eh bien, pour ça, on applique la règle de Zaïtsev qui nous dit que l'alcène majoritaire, c'est le plus stable. Tout d'abord, on va regarder si un des 2 alcènes est conjugué et pas l'autre. Là, on s'aperçoit que le premier produit comme le deuxième ne sont des alcènes qui sont non conjugués. Donc, cet argument ne peut pas être utilisé. Ensuite, il faut regarder la substitution par des chaînes alkyles. Plus un alcène est substitué par un grand nombre de chaînes alkyles, plus il va être stable. Dans le produit qui est en bas, on a autour de la double liaison 1, 2, 3 fragments méthyl, donc 3 chaînes alkyles substituantes. On dira donc que c'est un alcène trisubstitué. Pour le produit qu'on a écrit en haut, eh bien, autour de la double liaison, vous voyez qu'on a une seule chaîne alkyle substituante, donc on a un alcène monosubstitué. La conclusion, elle sort de là. L'alcène trisubstitué va être plus stable et donc obtenu de façon majoritaire. Je vais maintenant faire une petite remarque sur cet exemple-là qui s'y prête plutôt bien. Lorsqu'on fait des éliminations, on avait vu que dans le paragraphe sur la compétition, que les éliminations étaient favorisées notamment par des températures élevées. Et donc là, ici, si on veut faire cette élimination, on peut travailler à température élevée et on obtiendra, sans nul doute, ce produit-là majoritaire. Cependant, eh bien, on peut se demander, est-ce qu'il est possible, dans d'autres conditions, de former majoritairement l'autre alcène? Dans cet exemple-là, la réponse est oui. Pour ça, je vous propose de regarder à nouveau la structure des 2 substrats. Lorsque c'est l'hydrogène du carbone β1 qui est attaqué, vous voyez que sur ce carbone β1, on a un seul et unique atome d'hydrogène. L'encombrement autour de cet atome, il est relativement élevé vu qu'on a 2 fragments méthyl et on a le reste de la molécule. Ça veut dire que la base, le diisopropylamidure, doit se frayer un chemin et lutter contre la répulsion stérique apportée par les groupements à proximité. Donc, cet arrachage-là, il n'est pas forcément très facile. Il faut que la base soit au bon endroit, au bon moment, lorsque la conformation est la bonne, donc ça fait plusieurs critères à respecter. En ce qui concerne l'autre réaction, celle avec un hydrogène du carbone β2, vous voyez que ces hydrogènes du carbone β2 sont nombre de 3. Donc la probabilité que la condition antipériplanaire soit validée est plus forte. En plus, le fragment CH3, il est ici en bout de chaîne, c'est-à-dire que là, les hydrogènes, c'est vraiment l'extrémité de la molécule. Du coup, notre base encombrée, le LDA, aura beaucoup moins de mal à atteindre un de ces hydrogènes-là comparé à la situation précédente. Ça veut dire que
d'un point de vue rapidité de la réaction, l'attaque de la base au niveau des hydrogènes du carbone β2, elle se fait plus rapidement que sur le carbone β1. Autrement dit, eh bien, l'alcène obtenu de l'attaque par la réaction du haut sera le produit cinétique de la réaction, celui qui est le plus rapidement formé, alors que, au contraire, le produit issu du mécanisme du bas sera le produit thermodynamique. Donc, si on se place à température élevée et qu'on laisse la réaction se dérouler longtemps, en considérant les actes élémentaires renversables, donc on rajoute ici les réactions en sens retour, donc en conditions thermodynamiques, on formera l'alcène le plus substitué, mais si on travaille à des températures pas trop élevées et avec des temps de réaction courts surtout, on pourrait isoler celui-ci de façon majoritaire. Alors, on continue maintenant avec le quatrième point. On considère les réactifs suivants. Donc, du côté droit, on a du tertiobutanolate de potassium, qu'on appelle aussi parfois le tertiobutylate de potassium. C'est une base forte. Le couple associé, c'est le couple TBUOH, tertiobutanol, TBU- tertiobutanolate, pour lequel le pKa se trouve aux alentours de 18. L'autre molécule à gauche va jouer le rôle de substrat et on repère encore une fois un atome d'halogène, ici du brome, qui va jouer le rôle de groupe partant. Pour écrire une réaction d'élimination E2, on s'attarde un instant pour localiser les carbones alpha et bêta. Donc le groupe partant est relié au carbone alpha et les voisins du carbone alpha, ce sont les carbones bêta. On en a ici deux, carbone bêta 1 et carbone bêta 2. On constate en regardant la molécule que le carbone bêta 1 n'est pas le même que le carbone bêta 2. Il faut donc bien tenir compte de ces deux variétés de carbone. À partir de là, eh bien, comme on l'a vu sur les exemples précédents, on ne nous donne pas d'informations stéréochimiques. Donc on considérera que par la rotation autour des liaisons simples, on arrivera toujours à mettre un des protons du carbone bêta 1 ou bêta 2 en antipériplanaire du groupe partant, de façon à pouvoir réaliser le mécanisme E2. Étudions d'abord la réaction lorsqu'elle a lieu au niveau du carbone bêta 1. Donc sur ce carbone bêta 1, il y a deux atomes d'hydrogène. Comme on l'a vu il y a un instant, au moins un des deux arrivera à se mettre en antipériplanaire du groupe partant. La base, je vais l'écrire de façon abrégée TBU au moins, associée au potassium sous forme K+, et la réaction va donc être la suivante. La base attaque l'hydrogène en antipériplanaire, les électrons de la liaison CH se rabattent entre les atomes de carbone alpha et bêta 1, formation de la double liaison qui entraîne le départ du groupe partant sous sa forme Br-. Les sous-produits qu'on obtient sont du tertiobutanol, TBU-OH, du bromure de potassium, Br-K+, et l'alcène qu'on obtient, c'est celui-ci, double liaison, simple, double, et ici, le groupe partant est parti. Donc voilà la molécule à laquelle on aboutit. Et on s'aperçoit que la double liaison qui vient d'être formée, celle-ci,
Elle est ici dans une configuration particulière associée au descripteur stéréochimique E. Cependant, vu qu'on n'a pas d'informations sur la stéréochimie et qu'on a deux atomes d'hydrogène ici, si on peut former le produit E, a priori, on peut aussi former le produit Z. Donc là, un autre produit possible sera le suivant. Concernant la deuxième transformation, le deuxième mécanisme à écrire, faisant intervenir le carbone β2, donc je remets la structure du substrat. Voici donc le système des réactifs. On va avoir pour la réaction donc la base qui attaque le proton, formation de la double liaison carbone-carbone, départ du groupe partant. Tout ça se fait en une seule étape. Les sous-produits qu'on obtient seront les mêmes que précédemment. Le tertiobutanol plus du bromure de potassium, que je vais noter ici simplement KBr, et le produit issu du substrat, ce sera cet alcène. On s'arrête un instant pour compter le nombre d'atomes de carbone, vérifier qu'on n'en a pas oublié en cours de route. Concernant la double liaison qui vient d'être formée ici, eh bien, puisqu'on a deux fragments méthyle, elle va être ni Z ni E. Et on a comme ça les trois produits qu'on peut obtenir à partir de ce substrat. On va leur donner des noms, on va les appeler produits A, B et C. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est appliquer la règle de Zaïtsev pour savoir lequel est majoritaire, lequel est intermédiaire et lequel est minoritaire. Alors, on regarde la stabilité de ces alcènes et on doit regarder dans un premier temps s'il y en a qui sont conjugués. On remarque que le composé A est conjugué puisqu'on repère l'enchaînement caractéristique pi sigma pi. Pour l'alcène, d'ailleurs même le diène B, encore une fois, un enchaînement pi sigma pi. Donc A et B sont conjugués, ils sont donc stables. Concernant le produit C, eh bien, on ne repère pas d'enchaînement caractéristique de la mésomérie, puisque là on a une double liaison, deux liaisons simples et une double liaison. Donc le produit C n'est pas conjugué. On sait donc déjà que c'est celui qui sera minoritaire. Donc le pourcentage de C, c'est le plus petit de tous. Maintenant, entre les produits A et B, est-ce qu'il y en a un des deux qui paraît plus stable? On s'intéresse maintenant à la substitution de la liaison. Donc la liaison qui a été formée, c'est celle entourée en noir. Dans le produit A, il y a deux chaînes alkyles, elle est disubstituée. Dans le produit B, c'est la même chose. Donc cet argument ne permet pas de trancher. On regarde maintenant les descripteurs stéréochimiques. On sait qu'un alcène E va être plus stable qu'un alcène Z à cause de considérations stériques. Vous voyez qu'ici, dans l'alcène Z, ce fragment-là, avec la double liaison, est relativement proche du groupe isopropyl, et donc cette répulsion entre paires électroniques va défavoriser légèrement le produit B vis-à-vis du produit A. Donc ici, le produit A sera majoritaire, puis vient le produit B, et en dernier, le produit C. Si on prend un petit instant et qu'on essaye à nouveau de raisonner en termes de produits thermodynamiques et produits cinétiques, eh bien vous voyez que en termes cinétiques, quel est le proton le plus facile à arracher entre ceux portés par le carbone β1 et ceux portés par le carbone β2? Eh bien, ce sera ceux portés par le carbone β1, simplement à cause de l'effet statistique. Il y a deux protons portés par le carbone β1 contre un seul porté par le carbone β2. Donc, la réaction passant par le carbone β1 va être plus rapide et on voit qu'elle forme un produit qui est plus stable. Donc là, ici, A est à la fois le produit cinétique et en même temps le produit thermodynamique. Ça signifie que si vous souhaitez former le composé C,
eh bien vous ne pourrez pas utiliser la réaction sur le substrat qui est proposé. On poursuit avec la cinquième question et on considère maintenant un composé de la famille des cyclohexanes. Donc voilà les deux composés avec lesquels nous allons travailler. Tout d'abord, concernant la molécule de droite, vous reconnaissez un organomagnésiien mixte. Non, d'ailleurs, on n'a pas encore fait la leçon là-dessus, donc je vais simplement vous donner la réactivité de ces composés. La réactivité, elle est double, elle est liée à la polarisation de la liaison carbone-magnésium. Le carbone est plus électronégatif que le magnésium, et par conséquent, il a une charge partielle delta-, alors que pour le magnésium, on aura une charge partielle delta+. En conséquence de quoi, les organomagnésiens peuvent être à la fois des nucléophiles et en même temps des bases. Étant donné que l'exercice proposé ici nous demande d'écrire uniquement les mécanismes d'élimination, on ne va considérer ici que le caractère basique de l'organomagnésiien, mais il faut garder en tête que si on faisait la manipulation, on aurait une compétition avec la substitution nucléophile au niveau de l'atome de carbone delta+, porteur du chlore, qui joue ici le rôle de groupe partant. Donc si on analyse le substrat, comme je viens de le dire, le chlore c'est le groupe partant, et vous voyez qu'on a cette fois des liaisons pointées vers l'avant ou vers l'arrière. Donc là, dans cet exercice, on nous demande, enfin dans cet exemple-là, on nous demande maintenant de faire très attention à la condition antipériplanaire. Et en plus de ça, vu qu'on a un cyclohexane, eh bien on sait parfaitement quelles sont les liaisons qui sont parallèles et quelles sont celles qui ne le sont pas. Puisque nous avons vu dans le cours sur les conformations que les cyclohexanes, les conformations les plus stables qui les décrivent, ce sont des conformations chaises. Il en existe deux, et donc ce qu'on va devoir faire, c'est raisonner sur une chaise, l'autre chaise, et voir à chaque fois s'il y a des éliminations qui sont possibles. Donc on y va tout de suite, on dessine une première chaise correspondant au substrat. Donc là je commence par mettre le motif correspondant à une chaise, je vais placer la position de toutes les liaisons chimiques. Et pour pouvoir positionner les fragments substituants, eh bien, je vais imaginer que le carbone qui est ici c'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai pris cette numérotation parce que ça correspond à la numérotation de la nomenclature. Et je vais repositionner ça sur le cycle qui est en bas en faisant attention de tourner dans le sens inverse de celui des aiguilles d'une montre. Le carbone numéro 1, je le mets n'importe où, par exemple ici, et ensuite je tourne. 2, 3, 4, 5 et 6. On voit dans cette structure que le chlore pointe vers l'arrière. Je vais décider de façon arbitraire que vers l'arrière, ici, ça correspond là à vers le bas. On pourrait très bien choisir que vers l'arrière correspond à vers le haut. Ça donnerait encore une fois une bonne réponse. Donc si le chlore ici est à l'arrière et que je considère que ça correspond que là il est en bas, ça veut dire que je vais le mettre en position axiale vers le bas. Sur le carbone numéro 2, se trouve un méthyle qui pointe vers le haut. Et donc, par conséquent, le fragment méthyle va être ici, en axiale vers le haut. Les autres liaisons, ce sont des hydrogènes qui sont au bout, donc on les rajoute. Voici la première chaise. J'ai oublié 2 hydrogènes. Hop. Ce qu'on va faire maintenant, c'est l'inversion de la chaise. Donc souvenez-vous que lorsqu'on inverse la chaise, tout se passe comme si le carbone C2 partait en bas et le carbone C5 remontait en haut.
Donc je place comme tout à l'heure toutes les liaisons. Je vais remettre également les différents numéros. Le carbone le plus à droite ici reste le carbone le plus à droite. Donc c'est le numéro 2 et je déduis de cette position la numérotation des autres atomes de carbone. On se souvient également que lorsqu'on inverse une chaise, un fragment initialement en axial passera en équatorial et s'il était initialement vers le haut, il restera vers le haut. Même chose s'il était vers le bas. Donc le chlore était ici en axial vers le bas, il doit rester vers le bas mais passer en équatorial. Il va donc se trouver ici. En ce qui concerne le fragment méthyle, il est initialement en axial vers le haut, il va se retrouver en équatorial vers le haut, il va donc se trouver ici. Toutes les autres liaisons se terminent par des atomes d'hydrogène qu'on va rajouter. Je me rends compte que là, celle-ci, je ne l'ai pas bien mise. La liaison C6, elle part ici vers le haut. Bien, concernant l'utilisation des organomagnésiens, donc je vous ai dit, on utilise ici leurs caractères basiques. Je vais simplement les noter B-. On verra plus précisément leur réactivité dans la leçon C6L4. Alors, regardons d'abord la réaction entre la base et le substrat dans cette première conformation chaise. Évidemment, les deux conformations sont en équilibre. Et d'ailleurs, si on voulait prendre un instant pour savoir laquelle est la plus favorable, eh bien, on a dans celle du haut deux fragments en axial, deux fragments volumineux en axial. Ils sont en équatorial dans la chaise du bas, donc la chaise du bas, c'est la plus stable des deux. Très bien, on s'intéresse maintenant au mécanisme d'élimination bimoléculaire. Donc, on regarde l'atome de chlore, c'est le groupe partant. Le carbone auquel il est relié, C1, c'est ce qu'on appelle le carbone alpha, et ses voisins, ce seront des carbones bêta. Donc je vais les appeler, en respectant la numérotation, bêta 6 et ici, bêta 2. Concernant les différentes liaisons chimiques, je vais remettre ici en évidence en vert la liaison carbone-chlore. Elle est en axial vers le bas. Y a-t-il des liaisons CH qui lui sont antipériplanaires dans cette conformation? Bien, les seules liaisons qui sont parallèles à la liaison carbone-groupe partant, ce sont ces deux-là, la liaison carbone-méthyle et la liaison carbone-hydrogène qui est ici. Bien. Au niveau du carbone bêta 2, le méthyle, ce n'est pas un hydrogène, donc la réaction est impossible sur ce carbone. En revanche, sur le carbone bêta 6, vous voyez que la liaison en axiale, on trouve au bout un atome d'hydrogène. Par conséquent, il va pouvoir se faire arracher par la base et fournir un alcène. Donc la réaction qui aura lieu, ce sera la suivante. Je vais écrire les déplacements électroniques en rouge. Donc la base va attaquer l'hydrogène qui est ici. Les électrons de la liaison CH se rabattent entre les carbones 1 et 6. Le groupe partant s'en va simultanément. Je vais rajouter ces doublés non liants à l'atome de chlore. Et les produits auxquels on aboutit sont donc la base protonée, BH, le groupe partant sous sa forme négative, donc Cl-. Et concernant le produit, on va avoir une double liaison entre les carbones 1 et 6. Ça veut dire que les atomes de carbone 1 et 6, dans le produit, vont avoir une géométrie trigonale plane. Du coup, ce ne sera plus vraiment une chaise. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est ne pas essayer d'écrire une chaise, chose qui ne ressemble pas à une chaise, et je vais revenir à une notation qui correspond à celle-ci, en remettant les atomes de carbone exactement aux mêmes places. On a dit avec le mécanisme que les électrons de la liaison CH se rabattent entre le carbone 6 et le carbone 1. Donc la double liaison se trouve entre le carbone 6 et le carbone 1. Elle est ici.
Concernant le fragment méthyle, porté par le carbone 2, vous voyez qu'il était initialement vers l'avant. Ce carbone reste tétraédrique. On peut donc continuer d'écrire le méthyle ici, vers l'avant. Peut-être pour préciser les choses, là ici j'ai mis BH du coup pour la base. Si on avait considéré réellement la structure de l'organomagnésiens, eh bien BH ça correspond à la molécule de méthane, CH4, et on aurait un autre sous-produit issu du fragment qui est là, ce serait du Mg+, relié à l'atome de chlore. Je mets cette entité-là entre guillemets parce que suivant la polarité du solvant, on pourra soit avoir une dissociation complète sous forme d'ion, ou alors, donc ça c'est dans le cas d'un solvant qui sera plutôt très polaire, ou si le solvant est peu polaire, probablement que l'autre atome de chlore va s'associer au magnésium pour former au final un composé solide MgCl2. Donc là ici, ne sachant pas trop, on va pas en dire plus. Donc on retient la formation de cet alcène. On voit qu'il est de descripteur stéréochimique Z, puisqu'il est inclus à l'intérieur du cycle. En ce qui concerne sa substitution, eh bien vous avez là ici une première chaîne alkyle, en haut une seconde chaîne alkyle, donc c'est un alcène Z doublement substitué. Analysons maintenant la réaction sur la chaise la plus stable, celle du bas. Comme tout à l'heure, on commence par localiser le groupe partant, qui est l'atome de chlore. Le carbone auquel il est relié, le carbone 1, c'est le carbone alpha. Et ses voisins, ce seront bêta 6 et bêta 2. Ensuite, on va regarder la position de la liaison carbone-chlore. Quelles sont les liaisons parallèles à celle-ci? Eh bien, les voici. Ce sont les liaisons carbone-carbone du cycle. Alors, ces liaisons carbone-carbone du cycle, vous voyez qu'elles font bien intervenir les carbones bêta 1 et bêta 2, mais au bout, eh bien, c'est des atomes de carbone qu'on trouve, le carbone 3 et le carbone 5. Ça veut dire que dans cette chaise-là, le chlore n'est en antipériplanaire de aucun atome d'hydrogène. Par conséquent, cette chaise-là, pour un mécanisme E2, elle est strictement non réactive. Du coup, avec ceci, on termine cet exemple-là, vu qu'on a un seul atome d'hydrogène pouvant être éliminé, un seul produit pouvant être formé, cet alcène-là, c'est le seul et unique alcène pouvant être formé lors de cette réaction. Alors, pour l'exemple numéro 6, on prend un substrat qui ressemble beaucoup au précédent. J'aurais peut-être dû être un peu plus malin et ne pas tout effacer. On va réécrire, c'est pas grave. Donc voici le substrat. Le composé qui va réagir comme base, c'est encore une fois un organomagnésiien mixte. Je vais encore une fois l'abréger par B-. Et comme tout à l'heure, vu qu'on a un cyclohexane, on va raisonner sur des chaises, la chaise et son inverse. Donc comme tout à l'heure, on commence par prendre un instant pour dessiner cette chaise et son inverse. Donc là, essayez de mettre la vidéo en pause, faites les deux dessins et ensuite comparez avec ce que je vais dessiner. Donc voilà ce que j'ai obtenu. J'ai repris des notations qui ressemblent beaucoup à la question précédente. Et donc, vous voyez qu'ici, ce qui va distinguer la chaise, c'est la position du fragment méthyle. Il est ici en équatorial, alors que tout à l'heure il était en axial, et réciproquement dans cette position. Alors, concernant cet exemple-là, tout d'abord, quelle est la chaise la plus stable? Bien, il faudrait comparer les volumes du fragment méthyle et de l'atome de chlore pour pouvoir trancher. L'idée, ce serait de se dire que
lorsque celui des deux qui est le plus volumineux est en équatorial, eh bien ce sera la chaise la plus stable, celle qui sera associée. Concernant la chaise du bas, maintenant en ce qui concerne le mécanisme E2. Pour la chaise du bas, eh bien, on voit que le chlore occupe ici une position équatoriale. On a vu avec l'exemple précédent que lorsqu'il est en position équatoriale, ce groupe partant, il ne peut jamais être éliminé. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez retenir. On ne l'a pas forcément mis dans le cours, mais c'est comme si c'était du cours. Dans un cyclohexane, un groupe partant en équatorial est impossible à éliminer par un mécanisme E2. Il peut exister éventuellement d'autres types de mécanismes pouvant permettre son départ. Donc là, ici, suivant le mécanisme E2, cette chaise-là ne donne rien. En ce qui concerne la chaise du haut, on repère le groupe partant, c'est le chlore. Je m'aperçois que j'ai oublié ici un hydrogène. Donc le chlore est le groupe partant, il est porté par le carbone alpha. Les voisins sont les carbones bêta, on va les appeler comme tout à l'heure bêta 6 et bêta 2. Et on s'aperçoit cette fois que, il y a deux atomes d'hydrogène susceptibles d'être éliminés. Je vais mettre en évidence les liaisons parallèles en noir. La liaison carbone groupe partant est parallèle à celle-ci, une CH, et également à celle-là. Alors, lorsque la base arrache le proton issu du carbone bêta 2, tout d'abord, on va avoir donc arrachage du proton, les électrons se rabattent entre le carbone bêta 2 et le carbone alpha, et départ du groupe partant. Donc cette première attaque va former le produit suivant. Comme tout à l'heure, je vais revenir avec une représentation en topologique. La liaison est formée entre les carbones 1 et 2. Elle est donc ici. Le carbone 2, qui est ici tout en haut, il est de géométrie AX3E0, il est plan. Donc le fragment méthyle est lui aussi dans le plan. Ça fait partie des erreurs classiques qu'on voit chez les étudiants de PCSI. Je vais l'écrire pour l'effacer dans un instant. Ce serait de mettre le cycle avec ici un alcène et une iso qui pointerait vers l'avant. Pour l'alcène, et plus particulièrement pour le carbone qui est ici à gauche, si vous mettez cette liaison dans le plan, celle-ci, c'est impossible, d'après la théorie VSEPR, qu'elle se trouve vers l'avant. Donc ça, ne pas écrire ce genre de truc. Ok, donc le produit qu'on obtient, c'est celui-ci, et les sous-produits, ce sont BH et Cl-, le groupe partant. Donc cette première flèche verte, c'est donc le produit qu'on obtient par la réaction sur le carbone bêta 2. Concernant la réaction sur le carbone bêta 1, je vais écrire ce qui se passe en rouge. Donc on va avoir la base qui peut prendre sa paire électronique pour venir attaquer l'hydrogène qui est ici. Les électrons se rabattent entre le carbone alpha et le carbone bêta 6, départ du groupe partant, et on obtient alors le produit suivant. Donc je trace d'abord le cycle. La double liaison est entre le carbone 1 et le carbone 6, donc elle est là. Et vous voyez que le fragment méthyle, on n'y a pas touché, il était initialement vers l'arrière, il est porté par un carbone tétraédrique, donc on le laisse vers l'arrière. Et en ce qui concerne les sous-produits, c'est la même chose. Donc on a ici deux alcènes pouvant être formés. La question, c'est maintenant de savoir, est-ce que la règle de Zaïtsev nous permet de savoir lequel est majoritaire? On regarde tout d'abord l'alcène vert. Il n'est pas conjugué, l'alcène rouge non plus. En ce qui concerne la substitution, pour l'alcène vert, il y a 1, 2, 3 substituants alkyles, c'est donc un alcène trisubstitué. Pour l'alcène rouge, on en compte 1, 2. L'alcène rouge est donc moins substitué que l'alcène vert, par conséquent, le majoritaire, ce sera l'alcène vert.
on reprend avec le point numéro 7. Donc on nous propose un substrat assez volumineux. Avec sur la gauche un atome de chlore, sur la droite un atome d'iode, et on prend comme base KH qui est l'hydrure de potassium, constitué par un ion potassium K+, et un ion hydrure H-. Ce composé H-, il apparaît dans le couple acido-basique H2H-, dont le pKa se trouve aux alentours de 40. Donc c'est une base très forte, et la grande praticité d'utiliser H-, c'est que l'acide associé, c'est du dihydrogène gazeux, et donc lorsque la déprotonation a lieu, le sous-produit quitte spontanément le milieu réactionnel sous forme de bulle. Donc ça, c'est très pratique, ça permet d'avoir des purifications plus faciles par la suite. Ok, donc on a pour le substrat deux groupes partants, un chlore et un iode. Si on analysait le caractère nucléofuge de ces deux fragments, on en a parlé dans la leçon, eh bien l'iode est un meilleur nucléofuge que le chlore. Okay. Donc ça veut dire que si on avait une molécule de substrat pour un ion H-, eh bien s'il y avait une préférence pour le site d'attaque, ce serait plutôt au niveau du groupe partant iodé. On va envisager ici toutes les possibilités. Et donc, tout d'abord, sur la gauche, le groupe partant chlore est porté par le carbone alpha. Ce carbone alpha est relié à des carbones bêta. Et vous voyez que ces carbones bêta sont à chaque fois des fragments CH2, donc strictement identiques, pas besoin de les différencier. Sur la droite du substrat, on va noter alpha prime, le carbone portant l'autre groupe partant, et on va noter bêta prime, les carbones auxquels alpha prime est relié. En ce qui concerne les réactions, donc lorsqu'elle a lieu sur bêta en haut ou en bas, on obtiendra le même produit. Vu qu'on a ensuite une rotation libre autour d'une liaison simple, on va commencer par écrire ce qui se passe ici. Donc l'ion H-, l'ion hydrure, va venir capter un hydrogène dont on va supposer qu'il est en antipériplanaire. Donc là, ici, encore une fois, vu qu'on n'a pas d'informations sur la position avant-arrière des liaisons, on supposera qu'en inversant la chaise, on arrive à mettre l'hydrogène en antipériplanaire du chlore. Lorsqu'on écrit le mécanisme réactionnel, la base va venir capter le proton qui est ici, les électrons se rabattent entre les atomes de carbone, ce qui fait partir le groupe partant. Tout ça a lieu en une seule étape, simultanément. On obtiendra alors, comme sous-produit, la molécule de dihydrogène, qui, comme je vous le disais, va partir sous forme gazeuse. Donc on peut mettre cette flèche comme ça vers le haut, ou écrire plus sobrement gaz, enfin un petit G entre parenthèses. Et le produit auquel on aboutit, ce sera celui-ci. Et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, là, quand on a écrit cette structure, par rotation autour de la liaison simple, on pourrait très bien envisager que cette double liaison soit ici, en haut. Le deuxième type de mécanisme, bien, il est analogue à celui qu'on vient d'écrire là, sauf qu'il va faire intervenir un des hydrogènes portés par le carbone, un des deux carbones bêta prime. Donc là, je ne réécris pas tout le substrat, ni le mécanisme, mais on obtiendrait comme sous-produit donc, du dihydrogène plus cette molécule. Et toujours dans l'hypothèse où on a un équivalent de substrat pour un équivalent de base, donc on peut obtenir l'un ou l'autre de ces deux produits. Comme je vous le disais, la réaction pour laquelle l'iode sera parti est peut-être un petit peu plus favorable, un petit peu plus facile que celle où le chlore serait parti. Mais on pourrait aussi imaginer qu'un substrat qui a déjà été attaqué une première fois et qui a donné soit cet alcène, soit celui-ci,
se fasse attaquer une seconde fois. D'un point de vue probabilité, ça peut avoir lieu. Dans ces cas-là, on aurait une double élimination, une à gauche, une à droite, et on aurait comme produit ce composé-là. Encore une fois, hein, la position des doubles liaisons, là ici je les ai mis vers le bas, mais toujours par la rotation libre autour de la liaison simple centrale, on pourrait les écrire une en haut, une en bas, ça reviendrait au même. Donc là ici, avec tous ces sites d'attaque, on en vient à avoir trois produits différents. En ce qui concerne les proportions, eh bien, si on les note, ces produits A, B et C, étant donné que le produit B est issu de l'élimination du diode qui se fait assez facilement, ce sera probablement le plus stable, donc le majoritaire, puisque en termes de substitution B et A, c'est la même chose, et viendra ensuite le produit A, et enfin le produit C. Pourquoi est-ce que le produit C viendra très certainement en troisième position? Eh bien parce que si vous vous mettez dans la peau d'un ion H- et que vous envisagez la réaction, initialement vous allez avoir très majoritairement du substrat qui sera présent. Donc la probabilité de rencontre entre H- et un réactif, ce sera celle entre H- et le substrat. Donc obligatoirement, on va former un peu plus de A et de B que de C, vu que C nécessite deux réactions sur la même molécule. Alors, huitième et dernier point pour cet exercice. Donc, on considère la molécule de gauche qui va ici jouer le rôle de substrat. On le voit puisque il y a à l'intérieur un atome de brome qui est un halogène, qui est un bon groupe partant. Je commence un petit peu à radoter à force de le répéter. J'espère que de votre côté, ça finit par bien rentrer dans votre mémoire. L'autre réactif, c'est du butyl-lithium. Alors le butyl-lithium, on pourrait le réécrire de cette façon. 1, 2, 3, 4. On a donc une chaîne alkyle avec 4 atomes de carbone reliés par liaison a priori covalente à un atome de lithium. En réalité, vous savez que le carbone est plus électronégatif que les métaux. En particulier, il est plus électronégatif que l'élément lithium. Par conséquent, il va y avoir une polarisation de la liaison carbone-lithium, delta- sur le carbone, delta+ sur le lithium. De plus, étant donné que la différence d'électronégativité entre ces deux éléments est vraiment grande, on pourrait quasiment écrire le butyllithium sous une forme ionique, qui serait du coup la suivante. D'abord le fragment butyl avec le carbone delta- qui aurait récupéré les deux électrons de la liaison carbone-lithium et qui serait alors devenu un carbanion. Et à côté, un ion Li+, attiré de façon électrostatique par le carbone chargé négativement. Ce composé, le butyl-lithium, vous le rencontrerez parfois dans quelques exercices. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est principalement un composé à caractère basique, mais qu'il a aussi un petit côté nucléophile. Donc ce qu'on retient ici, c'est que le pK associé, c'est celui du couple butane carbanion Bu-, et il est aux alentours de 50. Donc c'est un pK très élevé, comme tous ceux des organométalliques faits à partir des métaux actifs. Les métaux actifs, c'est ceux de la colonne des des alcalins. Ok, donc on a ici un substrat pour lequel on a des liaisons positionnées vers l'arrière, donc il faudra faire attention à bien respecter la condition d'antipériplanaire entre le groupe partant, le brome, et les atomes d'hydrogène. On s'arrête un instant pour analyser ce substrat. Donc le groupe partant est relié au carbone alpha.
Ce carbone alpha est relié au carbone bêta, on en localise deux, bêta 1 et bêta 2. Vous constatez que le carbone bêta 1, il est relié à 3 groupements méthyl, et donc, puisqu'il ne porte aucun atome d'hydrogène, aucune réaction d'élimination n'est possible sur le carbone bêta 1. Pour le carbone bêta 2, eh bien, il possède un atome d'hydrogène, je vais le rajouter ici, il sera forcément vers l'avant, puisque pour le carbone 2, on a déjà 2 liaisons dans le plan et une à l'arrière. La représentation de Cram impose de mettre l'hydrogène donc vers l'avant. Il y en a un seul qui est éliminable, et la difficulté de l'exercice qui est ici, c'est de réaliser la rotation autour de la liaison carbone alpha, carbone bêta 2, de façon à mettre convenablement l'hydrogène en antipériplanaire du groupe partant. Donc pour ça, je vous propose de rajouter sur le carbone alpha l'hydrogène, qui va être, pour les mêmes raisons que le carbone bêta 2, vers l'avant. Et ce qu'on va faire, c'est placer le brome et l'hydrogène du carbone bêta 2 en antipériplanaire. Donc ça, c'est notre motif initial. Pour y arriver, on doit prendre ce substrat et lui faire une rotation autour de la liaison carbone alpha, carbone bêta 2. Lorsqu'on va faire ça, on va avoir le groupement tertiobutyl qui est là, comme le groupement phényl et le groupement méthyl qui vont changer de position. Quoi qu'il en soit, vu qu'on est ici avec une conformation qui correspond à du décalé anti, on sait que les liaisons vont se mettre de cette façon. C'est la même chose que ce qu'on avait vu lorsqu'on avait étudié les conformations de la molécule d'éthanol ou de la molécule d'éthane. Alors, imaginons qu'on regarde le carbone alpha. Initialement, le brome était vers l'arrière et j'ai tourné la liaison pour le ramener dans le plan. Ça veut dire que l'hydrogène qui était initialement ici vers le haut va se retrouver vers le bas. Et ce fragment-là, le tertiobutyl, va se trouver à l'arrière. Donc le fragment qui est ici, je vais le noter TBU. Du côté droit maintenant, eh bien, l'hydrogène était vers l'avant et j'ai dû tourner la liaison pour le ramener dans le plan. Lorsque j'ai fait ça, eh bien, le fragment méthyl qui était initialement dans le plan va se retrouver à l'avant, alors que le phényl va lui se retrouver à l'arrière. Une fois qu'on est là, eh bien, on a la bonne conformation, la seule qui est réactive pour l'élimination E2. On va maintenant pouvoir réaliser eh bien, le mécanisme. Donc on va reprendre le carbanion Blu- associé à l'atome de lithium, à l'ion lithium Li+. Et comme on l'a déjà fait plusieurs fois, la base capte l'hydrogène, les électrons de la liaison CH se rabattent entre les carbones alpha et bêta pour former la double liaison. Départ du groupe partant en emportant avec lui le doublet d'électrons. On obtient alors ici comme sous-produit du butane. Alors si on fait la réaction dans des conditions de température qui ne sont pas trop basses, le butane va être gazeux, il va quitter spontanément le milieu réactionnel. Donc c'est encore une fois un des intérêts d'utiliser ce type de base, puisque ça va faciliter les purifications ultérieures. Et le sous-produit qu'on obtient à partir du groupe partant, ce sera un ion bromure qui va s'associer au lithium. Donc on a Li+ associé à l'ion Br-. Et en ce qui concerne le produit qui va être formé, c'est un alcène, il est plan. Je vais le représenter dans le plan du tableau. Et je vais décider de façon arbitraire que les liaisons qui étaient ici vers l'avant, ça correspond à ce qu'elles sont ici vers le bas. Donc vers l'avant, on avait hydrogène et méthyle. Les voici. Et vers l'arrière, tertiobutyl et phényl. Concernant cet alcène, eh bien, il n'est pas symétrique, donc il peut être soit Z, soit E. Si on applique les règles CIP, on constate que le tertiobutyl l'emporte sur l'atome d'hydrogène. Du côté droit, c'est le phényl qui l'emporte sur le fragment méthyle. Par conséquent, cet alcène est associé au descripteur stéréochimique Z. Ok, donc on a terminé cet exercice et on va passer maintenant à l'exercice numéro 3 qui porte lui aussi sur l'élimination bimoléculaire.
Alors pour l'exercice numéro 3, on considère un réactif, le S-bromopentane, qui va réagir avec l'éthanolate de sodium dans le solvant éthanol. On nous dit qu'il se produit une élimination bimoléculaire qui conduit à la formation de 3 produits. Première question, écrire la formule du réactif. Bon, là, le réactif, ce serait plutôt l'éthanolate de sodium, mais la question, je pense, elle porte plutôt sur le S-bromopentane. On va écrire les deux. L'éthanolate de sodium, c'est celui qui est le plus simple, c'est un ion alcoolate associé à un ion sodium Na+. En ce qui concerne le substrat maintenant, on nous parle du S-bromopentane. Alors le S, ça signifie qu'on a dans sa structure un atome de carbone asymétrique et que le descripteur stéréochimique associé, c'est le descripteur S. Donc on a une chaîne pentane, donc avec 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez que dans le nom de la molécule, on ne nous donne pas d'indice numérique associé à la position du brome. Ça, c'est pas forcément un manque, ça veut dire que ce nom suffit pour trouver la bonne structure. Si on envisage dans un premier temps de mettre l'atome de brome sur un des carbones aux extrémités, eh bien on aurait ici 2 atomes d'hydrogène. Par conséquent, dans cette molécule, il n'y aurait aucun atome de carbone asymétrique. Donc finalement, ça ne peut pas être le S-bromopentane. Deuxième tentative. Je vais tenter de mettre le brome au milieu de la chaîne. Eh bien, vous voyez que sur la gauche, on a une chaîne éthyle, même chose à droite. Finalement, dans cette molécule, aucun atome de carbone asymétrique. À nouveau, ça ne peut pas être le S-bromopentane. Bon, on va mettre le brome sur un atome qui n'est pas à l'extrémité ni au milieu de la chaîne. Et je vais choisir par exemple de le mettre vers l'arrière pour voir si le carbone asymétrique, qui est celui-ci, correspond bien au descripteur S. Donc là, je le fais au pif et j'applique maintenant les règles CIP. Les règles nous disent que le brome sera numéro 1, le fragment de droite sera numéro 2, le méthyle numéro 3, et l'hydrogène qui est ici vers l'avant sera numéro 4. Donc là, soit on refait la représentation de Newman du carbone vers le numéro 4. Si jamais vous êtes encore un petit peu incertain, je vous conseille de le faire. Ou alors, on peut utiliser le fait que là ici, puisque le 4 n'est pas à l'arrière mais à l'avant, on inverse le sens normal pour obtenir le descripteur R ou S. Donc là, si je tourne dans le sens 1, 2, 3, eh bien la flèche arrivée en haut pointe vers la droite. Et donc ça correspondra pour cette situation où le numéro 4 est à l'avant au descripteur S. Et donc là, j'ai eu un coup de chance puisque je suis tombé sur la bonne structure pour le S-bromopentane. Si jamais ça avait été le composé R, il aurait suffi de mettre le brome vers l'avant pour avoir l'autre configuration. Question numéro 2, on nous demande d'expliquer la formation de 3 produits. Donc je remets ici la structure du substrat. Il va réagir donc avec l'éthanolate de sodium. Et pour expliquer la formation de 3 produits, ce que je vous propose de faire, c'est d'écrire 3 mécanismes réactionnels. Le substrat comporte un atome de brome. C'est un halogène, un bon groupe partant. Le carbone auquel il est relié, c'est le carbone alpha. Et ses voisins, ce sont des carbones bêta. Bêta 1 à gauche, bêta 2 à droite. On constate que ces deux carbones bêta sont différents. Bêta 1, c'est un CH3, bêta 2, un CH2. Ils vont donc mener à des produits différents. De plus, concernant le carbone bêta 1, eh bien, on a 3 atomes d'hydrogène et une rotation libre et rapide autour de la liaison carbone alpha, carbone bêta 1, ce qui va rendre les 3 hydrogènes parfaitement indiscernables. Donc, ça signifie que quel que soit l'hydrogène attaqué au niveau du carbone bêta 1,
le produit auquel on va aboutir, ce sera le même. En ce qui concerne par contre le carbone bêta 2, eh bien, on a ici, je vais décaler un petit peu ça, sur le carbone bêta 2, on peut avoir un hydrogène vers l'avant, d'arraché, ou alors l'hydrogène vers l'arrière. Évidemment, ce qu'il faudra faire, encore une fois, c'est tenir compte du caractère antipériplanaire entre le groupe partant et l'hydrogène à arracher. Et on verra si on forme des produits différents pour l'un et l'autre des deux atomes d'hydrogène. Donc ce que je vous propose de faire, c'est commencer là ici par écrire le mécanisme concernant donc la réaction du carbone bêta 1. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai réécrit la structure donc du substrat en mettant en évidence les trois atomes d'hydrogène du carbone bêta 1 et comme ça on pourra voir les trois mécanismes réactionnels sur le tableau. Alors là ici, pour pouvoir mettre le groupe partant en antipériplanaire d'un des hydrogènes, vous pouvez refaire comme on l'a fait tout à l'heure, écrire une rotation autour de la liaison carbone alpha, carbone bêta 1, de façon à faire apparaître le motif suivant. Lorsqu'on a ce motif, on sait que les autres liaisons se positionnent de cette façon et on complète ensuite avec la structure du substrat. Ou alors, quand on a un petit peu plus l'habitude, on peut voir que le brome qui est ici vers l'arrière, eh bien, le fragment qui sera un antipériplanaire de celui-ci, c'est l'hydrogène qui est ici vers l'avant. Donc, la réaction peut être écrite directement là-dessus. Et on va donc avoir la base qui va venir capter ce proton-là. Les électrons vont venir se rabattre entre les atomes de carbone, départ du groupe partant. Et on va alors former l'alcène suivant. Et les sous-produits, ce seront donc une molécule d'éthanol et du bromure de sodium. Deuxième réaction possible avec les protons du carbone bêta 2. Donc là, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on voit que l'hydrogène à l'avant est en antipériplanaire du brome qui est là. Alors là, pour bien montrer la différence de réactivité entre chacun des deux atomes d'hydrogène, je vais repasser par la rotation. Donc je vais mettre ici le brome dans le plan. Donc je replace là l'atome d'hydrogène et je vais chercher à écrire le motif suivant. Alors, concernant le brome, s'il est initialement à l'arrière et que je le ramène dans le plan, ça veut dire que l'hydrogène ici à l'avant va se retrouver en bas et le fragment méthyle va partir à l'arrière. Concernant le fragment de droite, mettons que l'hydrogène qui réagisse soit celui que je souligne ici en noir. Il était initialement vers l'avant et donc pour le ramener dans le plan, j'ai dû tourner autour de la liaison carbone-carbone que je mets ici en évidence. Et du coup, donc en le ramenant dans le plan, on aura le fragment éthyle, celui-ci, qui va venir vers l'avant, et l'autre hydrogène qui sera là vers l'arrière. Si j'avais considéré que c'était l'autre hydrogène, je vais le souligner en rouge, qui se met en antipériplanaire, eh bien il faut réécrire la structure. Du côté gauche, rien ne change. J'ai mis le brome dans le plan, donc le méthyle reste derrière et l'hydrogène devant. Et du côté droit, c'est l'hydrogène souligné en rouge que je mets ici. Donc il était initialement derrière. Pour le mettre dans le plan, je vais donc avoir l'hydrogène noir qui est là et le fragment éthyle qui va venir ici.
À partir de là, le mécanisme, eh bien, on peut l'écrire sur l'une ou l'autre des deux conformations qu'on a là devant les yeux. Et on obtiendrait à chaque fois, par le mécanisme E2, des alcènes. Alors je vais écrire ça de façon un petit peu abrégée en mettant une base B-. Donc cette base capte l'hydrogène, formation de l'alcène, départ du groupe partant. En bas, c'est strictement analogue. La base capte le proton, formation de l'alcène, départ du groupe partant. Est-ce qu'on obtient les mêmes alcènes? Je vais considérer que les fragments qui sont ici vers l'avant, je les dessinerai en bas, et réciproquement pour ceux qui sont à l'arrière. Donc l'alcène qu'on forme ici aura à l'arrière, donc là ici en haut, le méthyle, en bas l'hydrogène, et là on aura hydrogène et éthyle. Et concernant la deuxième réaction, on aura ici à l'arrière méthyle et éthyle, je vais les écrire tous les deux vers le haut, et à l'avant, donc vers le bas, deux atomes d'hydrogène. Concernant les sous-produits, ben, c'est les mêmes en haut et en bas, on obtient la base BH et le groupe partant BR-. Donc nous avons trois produits, celui tout en haut qu'on va appeler le produit A, là le produit B, et en bas le produit C, lequel est majoritaire. Est-ce que c'est ce qu'on nous demande ensuite? Ouais, c'est dans la question numéro 3, on nous demande quel est le produit majoritaire. Je vais l'écrire ici dans le coin. On applique la règle de Zaïtsev, et pour ça il nous faut chercher l'alcène le plus stable. On regarde donc du coup la structure de ces trois alcènes, et on constate qu'aucun d'eux n'est conjugué, donc ce n'est pas un argument de choix. On regarde ensuite la substitution. Au niveau de la double liaison formée dans la molécule A, eh bien, on a une seule chaîne alkyle, il est monosubstitué. Pour le composé B, comme pour le C, on a deux chaînes alkyles, le méthyle et l'éthyle, donc B et C sont tous les deux disubstitués. On sait déjà donc que le produit le moins formé, ce sera le produit A. Maintenant, entre B et C, lequel est majoritaire? Eh bien, il faut regarder le descripteur stéréochimique. Dans le composé B, le descripteur stéréochimique, c'est un descripteur E, alors que dans le composé C, le descripteur stéréochimique est Z. Par conséquent, le plus stable des deux, c'est le B, qui sera donc le produit majoritaire.